Les 30 dernières années ont donc été marquées par une transformation progressive des partis socialistes en partis libéraux de gauche. De manière clairement assumée en Angleterre avec Tony Blair, en Allemagne aussi avec Gerhard Schröder, ou chez nous en Flandre avec Frank van den Broek. De manière davantage contrainte, subie, éventuellement avec le cœur qui saigne, pour d'autres partis, notamment la France ou le Parti socialiste francophone en Belgique. Mais néanmoins, lorsqu'on voit les politiques qui ont été mises en œuvre par ces partis politiques, c'est essentiellement des politiques que l'on peut considérer comme étant davantage inspirées du libéralisme de gauche que réellement des principes du socialisme. C'est d'ailleurs un des reproches qui a pu être fait à François Hollande, une des raisons pour lesquelles une partie peut-être importante de son électorat ont fait marquer une désillusion par rapport à sa présidentielle et que ça a permis l'émergence d'un parti comme la France Insoumise et quasi l'implosion du Parti socialiste, notamment dans une aile autour de Benoît Hamon lors des dernières élections, et d'autre part le départ de Macron et la construction de son propre mouvement politique. D'ailleurs, l'émergence de la France insoumise n'est pas en France, pour rester dans cet exemple-là, est illustratif d'une tendance que l'on observe parallèlement, peut-être en réaction justement à cette conversion des partis socialistes traditionnels, des partis socialistes de gouvernement. On voit progressivement émerger quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un renouveau du socialisme. Ce renouveau du socialisme peut peut-être éventuellement trouver déjà ses racines dans ce qui était la cause première de son déclin. Par exemple, donc, la mondialisation. Au tournant du millénaire, au début des années 2000, cette mondialisation a été l'objet d'une contestation. On a vu apparaître d'importantes manifestations lors de grands événements internationaux, d'un mouvement qui s'est d'abord appelé un mouvement anti-mondialiste et puis plus finement alter-mondialiste. Avec l'idée notamment qu'un autre monde, c'était aussi un monde marqué par le fait qu'il y avait une autre organisation du système économique. Ces courants alter-mondialistes puisent en général leur référence à la fois dans une pensée sensible aux enjeux écologiques, mais également dans l'idée donc d'un autre système économique, pas forcément clairement socialiste, mais on retrouve en tout cas l'idée que le capitalisme ne doit pas être la seule organisation, la seule possibilité de gérer les interactions économiques. C'est toutefois surtout peut-être la crise de 2008, la crise des subprimes et la crise des dettes qui a suivi, qui a questionné plus fondamentalement le marché et l'organisation mondiale de l'économie que nous connaissons actuellement. La chute de Lehman Brothers, la faillite de Lehman Brothers a pu être qualifiée par un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, comme étant l'équivalent de la chute du mur de Berlin pour le système communiste. Alors, 10 ans après, maintenant presque 12 ans après le déclenchement de la crise des subprimes, on ne peut pas dire pour autant que nous avons observé une mutation de notre système économique. Au contraire, il est plutôt sous Baxter depuis une dizaine d'années. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de réponse réellement fondamentale aux limites et aux failles du système capitaliste mondialisé tel qu'il a pu être mis en évidence par la crise de 2008, mais le système ne s'est pas non plus effondré. Nous avons peut-être eu la chute du mur de Berlin, mais nous n'avons pas encore eu l'effondrement de l'URSS. Est-ce que la crise actuelle, est-ce que la crise du coronavirus sera l'équivalent de la chute de l'URSS et que la relance économique va être l'occasion d'une redéfinition du rôle de l'État, dans ce rapport au marché, une redéfinition du système économique? Je n'en sais rien, mais c'est une question qui est clairement posée. Il y a en tout cas, dans cette période-ci, mais déjà depuis 2008, une aspiration à un retour de l'État, à un retour d'un encastrement des relations économiques dans des finalités d'intérêt général dont le socialisme est une des sources d'inspiration, qui se traduit politiquement d'ailleurs par la résurgence de partis de gauche dits radicales, voire de partis d'extrême gauche, de partis qui font notamment chez nous en Belgique avec le PTB, qui font référence explicitement aux communistes. Le PTB est d'ailleurs le parti des travailleurs de Belgique, donc on retrouve cette idée d'un parti qui veut entrer dans une logique de lutte des classes, non plus de défendre les droits d'individus, mais au contraire défendre les droits de certains individus
contre la position de pouvoir d'exploitation supposée ou réelle d'autres individus, mais donc une vision du champ politique comme étant essentiellement un rapport de force. Donc c'est très illustratif du schéma socialiste, et notamment pour le socialisme dans ses aspirations parfois même les plus révolutionnaires, que l'on retrouve déjà dans ces accents chez des partis de gauche radicale, voire d'extrême gauche. Toute la rhétorique aussi que l'on a vu surgir au lendemain de la crise de 2008 entre le conflit, entre le pourcent de la société qui s'accaparerait l'ensemble des richesses et qui exploiterait les 99 autres pourcents. Donc toute cette vision d'une société fondamentalement divisée en deux groupes, les exploiteurs, les dominants, les profiteurs, et les dominés, les exploités, ceux qui subissent, les victimes d'un système économique qu'ils subissent, est typique donc d'une représentation du politique d'inspiration socialiste. S'y oppose par exemple la vision davantage républicaine qui pourrait dire que non, le problème de la mondialisation, c'est pas tant le problème du rapport de force que le problème de la disparition du pilote, du fait qu'il n'y a plus un lieu où on peut piloter le système économique, mais que la mondialisation a donné le champ libre à des logiques systémiques sur lesquelles plus personne n'a de prise et qui vont éventuellement droit dans le mur, tant pour des motifs sociaux, économiques ou environnementaux. On a donc un schéma de pensée, un schéma d'argumentation fondamentalement différent entre ce rapport de force que vont décrire les socialistes et l'idée donc que c'est en renversant ce rapport de force que l'on va pouvoir transformer le système économique, reprendre le pouvoir politique en main, éviter qu'il soit au service des puissants, et une autre type d'argumentation, un autre type de critique, donc républicaine, qui serait plutôt non pas le fait que le pouvoir est aux mains des puissants, mais le fait qu'il n'y a plus de pouvoir, que les peuples n'ont plus la capacité, les peuples et la totalité du peuple, pas ce jeu de puissants de dominer, mais les citoyens dans leur ensemble n'ont plus la capacité de définir ensemble le mode de société dans lequel ils souhaitent vivre, et donc que les logiques économiques s'imposent de manière aveugle à la volonté politique des communautés. Voilà, deux logiques différentes, mais je voudrais souligner, donc, pour clôturer ce chapitre sur le socialisme, cette volonté d'un retour de l'État, et pour savoir si ce retour de l'État porte réellement d'un renouveau du socialisme, il faudra s'interroger sur la manière dont l'État vivra son retour, quelle forme concrète prendrait le rôle de l'État dans le contre-modèle proposé. Est-ce qu'on va reparler de renationalisation d'un certain nombre de chaînes de production? Est-ce que donc l'État va devenir opérateur? Est-ce que ça va s'accompagner d'un discours où on défend donc une partie de la population contre les autres? Est-ce qu'on va vouloir fixer des prix, imposer des prix au marché? Ou plutôt, est-ce qu'on va par exemple jouer à travers la fiscalité pour internaliser des externalités? Par exemple, donc un certain nombre de coûts environnementaux seraient davantage reflétés grâce à une fiscalité environnementale dans les prix, mais que c'est essentiellement encore la rencontre de l'offre et de la demande qui déterminerait les prix. Deux logiques différentes, donc la logique de l'internalisation des externalités, elle est d'inspiration libérale de gauche. Il y a dans le marché, si on le laisse à lui-même, un certain nombre de coûts qui ne sont pas pris en compte par le marché. Il faut donc que la fiscalité et l'État, à travers la fiscalité, interviennent pour corriger le marché, mais ultimement, le système de prix sera encore fixé par l'État. Au contraire, logique davantage socialiste, il faut que ce soit l'autorité publique qui fixe un certain nombre de valeurs, un certain nombre de prix, parce que le marché serait incapable de le faire, même une fois corrigé par l'État. Est-ce qu'on va être dans une logique de plan de relance qui ont essentiellement comme objectif d'amortir socialement le coût d'une crise? Donc les milliards vont servir par exemple à soutenir, supporter le choc macroéconomique, mais sans que ces plans de relance vont avoir comme vocation de planifier une transformation du système économique, ou au contraire, est-ce que les plans de relance qui suivront le déconfinement, est-ce que ces plans de relance seront mis au service d'une planification stratégique d'un certain nombre d'activités productives depuis un pilotage plus politique, plus centralisé? Est-ce que là aussi, et une fois encore aussi, est-ce que ce pilotage après ce seront des opérateurs privés ou des opérateurs publics qui seront chargés de créer ces nouvelles activités, de développer ces nouveaux secteurs? Là aussi on voit comment arguments socialistes, arguments libéraux de gauche
peuvent se mélanger ou s'opposer. Je dirais effectivement encore, par exemple, dans la lutte contre le chômage, est-ce que ça passe par le chômage qui risque d'exploser au lendemain de cette crise? Est-ce que ça passe par la création d'emplois publics, donc l'État qui devient le créateur des emplois que le marché ne fournit plus, ou plutôt dans une politique d'accompagnement des demandeurs d'emploi, politique de formation, politique d'activation, politique éventuellement de subvention d'un certain nombre de travailleurs qui, par exemple, en raison de leur âge, seraient moins productifs aux yeux des critères classiques du marché. Donc, tous des éléments où l'État reste dans un rôle simplement d'accompagnateur social, de correcteur du marché, mais que fondamentalement, il ne va pas s'opposer à la logique du marché. Est-ce que, pour terminer, est-ce que l'on veut créer, par exemple, renationaliser une banque? Et si on renationalise une banque, est-ce dans le but que cette banque ait un monopole sur le système financier, donc d'avoir une banque publique qui soit la pourvoyeur de ce bien commun qu'est l'accès au crédit? Ou est-ce qu'on veut éventuellement créer une banque publique, mais qui coexisterait avec des banques privées pour créer en fait, peut-être paradoxalement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer du rôle d'une banque publique, et en fait pour créer davantage de concurrence. Je m'explique, une des critiques que l'on fait envers le système bancaire, c'est qu'il est dominé par un certain nombre d'établissements qui peuvent facilement s'entendre entre eux et fixer, par exemple, un taux d'intérêt très bas ou imposer des coûts aux consommateurs qui seraient excessifs par rapport à le réel coût que cela représente pour les banques en général. Et donc, est-ce que, en fait, là, l'idée, c'est que le système bancaire privé serait dans une situation tendant vers ce qu'on appelle un oligopole, donc un nombre restreint de producteurs d'un service qui sont susceptibles de s'entendre et dès lors de casser la logique concurrentielle du marché pour créer un surprofit, une rente qui leur permet donc d'augmenter leurs bénéfices par rapport au prix réel de concurrence. Si une banque privée coexiste par rapport à cette banque, si une banque publique coexiste par rapport à cette banque privée, elle ne s'entendra pas avec eux et pourra fixer des prix plus bas, forçant un jeu de concurrence plus normal. Donc là, on voit comment l'idée même de banque publique, dans un cas plutôt d'inspiration socialiste, vise à s'assurer que l'État fournisse un service public à l'ensemble des citoyens, alors garantisse l'accès au crédit en particulier, ou toute autre logique, la création d'une banque publique a simplement comme vertu de créer plus de concurrence sur le marché, de rendre le marché plus proche de la concurrence pure et parfaite. Un recours paradoxal à la nationalisation d'une banque, à un opérateur public bancaire, retour paradoxal par rapport au mode socialiste, et même par rapport à l'idée libérale que c'est les acteurs privés qui assurent la concurrence, qui est assez typique de ce libéralisme de gauche où finalement la fonction première de l'État, c'est de rendre le marché davantage conforme à ce marché de concurrence pure et parfaite qu'Adam Smith et les livres de théorie économique nous vantent. Quel retour de l'État? Ce retour de l'État s'accompagnera-t-il d'un retour du socialisme? Ce sont les années futures qui nous le diront.